Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue au Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et, contrairement à l'habitude, je ne suis pas accompagné de Guy Barrette, qui est co-animateur. Je suis seul. Cette émission est enregistrée à Seattle. Dans le cadre du MVP Summit, Microsoft reçoit ici à Seattle les MVP d'un peu partout à travers la planète et en profite pour faire une discussion, un échange avec eux. Donc, ils nous montrent les nouvelles technologies, ce qui s'en vient, et nous, de notre côté, on leur donne notre appréciation, notre désappréciation de ce qu'ils veulent faire. Et cette année, Guy n'est pas ici, mais ça ne m'empêche pas quand même d'enregistrer les émissions. Bonjour Bernard. Bonjour Mario. Ça va bien? Très très bien. On a un petit sourire parce que vous ne savez pas, vous, mais l'émission, on fait quand même on coupe et on enlève des bouts parce qu'on s'est marré un peu. Et juste avant de parler, on s'était trompé, donc on avait parti à rire. Et ce qui fait qu'on rit encore. Et j'ai l'impression que c'est une émission où est-ce qu'on va rire beaucoup parce que, contrairement à l'habitude, je suis vraiment pas dans le meilleur de mes états. Vous voyez, vous pouvez peut-être entendre, j'ai la voix rauque. Très rauque même. Très très rauque. Hier, je fêtais mes 50 ans au MVP Summit et c'était aussi le party où Microsoft reçoit tous les gens. C'était dans une salle de billard gigantesque à Seattle et c'est bar ouvert. Donc tout le monde, je sais pas pourquoi il était si généreux, mais tout le monde m'offrait. Beaucoup de gens savent que j'apprécie le cognac, donc tous les gens arrivaient avec des verres de cognac, disaient pour ta fête Mario, pour ta fête Mario. Et j'ai peut-être abusé un peu trop. C'est la vie. Mais bon, aujourd'hui, on survit plutôt bien. Tranquillement, pas vite. Plus la journée avance, plus je retombe dans mon assiette, comme on dit. Bernard, aujourd'hui, notre but, c'est de discuter discuter de la disparition du rôle des gestionnaires de projet. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, ou carrément le fait que si on veut réussir un projet avec une méthode agile, il ne faut pas mettre de responsable de projet sur le projet. Ouais, c'est une bonne façon de présenter ça. Tu connais la formule. Écoute, c'est maintenant quoi, la 4e ou 5e émission que tu fais avec nous? Je sais, 4e ou 5e. Nous, en tout cas, à tous les ans, quand il y a des activités, soit le Professional Developer Conference ou soit le MVP Summit, on s'échange des courriers, des emails et on sédule un enregistrement. Donc, c'est d'année en année, en tout cas, on te revoit et c'est toujours plaisant. Et puis, cette année, on a décidé de choisir un sujet un peu plus... polémique. Oui, une petite polémique. Je ne sais pas si ça va faire réagir nos auditeurs. Mais bon, la formule, c'est toujours la même. Avant d'embarquer dans la polémique, on va quand même présenter un peu ton profil, qui tu es. Tu vis en France, à la frontière de la Suisse. Oui, sur Annecy, donc dans le sud-est de la France, dans les Alpes, Et depuis des années. Puis, tu couvres pas juste cette région de la France, mais beaucoup la Suisse aussi. Oui, alors j'interviens sur le marché français, sur le marché suisse romand, et puis aussi sur le marché nord-africain, Tunisie, Maroc. Puis principalement, depuis les 3-4 dernières années, beaucoup de ton travail est centré, ou en tout cas tourne autour de processus de développement avec Team System. Oui, alors ce qui se passe en fait, c'est que j'ai un passé assez long de PDG. Mm-hmm. J'ai revendu mon entreprise en 2004 et là j'ai recréé avec Christine Dubois qui est aussi RD, une entreprise où on fait beaucoup d'architecture, de coaching et d'accompagnement de projets. Ce passé de PDG fait que j'ai une vision un peu particulière sur l'organisation des équipes de développement, des projets, qui est très apprécié en fait des entreprises informatiques. Donc je fais beaucoup de mise en place de plateformes méthodologiques et d'accompagnement des équipes pour réussir les projets informatiques. Tout à l'heure, nous, en informatique, on utilise beaucoup d'acronymes et tu as utilisé l'acronyme RD, oui, qui veut dire Regional Director. Voilà, Microsoft Regional Director. C'est vrai que je suis au MVP Summit, mais je ne suis pas MVP. Je suis depuis 1996 Microsoft Regional Director, en fait, qui est un autre programme communautaire qui est un peu moins, je pense, connu. Il y en a une centaine à travers la planète. Ouais, je crois 120 RD. Et vous, le MVP Summit, c'est aussi l'occasion de vous rencontrer. Et vous pouvez aussi participer, comme je sais que tu es venu pendant 2 journées aux activités qu'il y avait avec les gens de Team System. Et avec les années, tu t'intègres et les gens te voient dans l'année. Ouais. Donc, ils ne sont pas conscients que tu es régional directeur. Pour beaucoup, ils vont penser que tu es MVP. Oui, tout à fait. C'est pareil. Donc, la disparition
du gestionnaire de projet. Oui, alors c'est vrai que c'est un thème que je t'ai proposé, c'était pas réellement pour être polémique. Je sais que c'est polémique, mais c'est pas tellement pour être polémique, c'est plutôt une question que je me suis posée suite à un projet que j'ai géré, on va dire un petit peu en urgence, qui était une grosse migration d'une plateforme de commerce électronique, sur lequel le constat est qu'il n'y a pas eu de responsable de projet, parce que le délai était tellement court que personne n'a voulu assumer ce rôle. Et donc chez le client, et donc il a fallu mettre en place la plateforme de développement avec une méthodologie agile, avec les différents rôles donc qui intervenaient. Mais là, attends, il fallait quelqu'un quand même qui s'occupe de tout ce qui est l'axe, temps, coût. La gestion de projet, c'est toujours le fameux triangle. Tu as les fonctionnalités, mais tu as les temps et les coûts. Puis les temps et les coûts dans les grosses organisations, évidemment, ça préoccupe beaucoup de gens. En fait, non. Il n'y a eu personne. Donc on ne s'est pas occupé des coûts et du temps. D'ailleurs, le temps était extrêmement court, parce qu'on a migré la plateforme. Enfin, on a redéveloppé from scratch la totalité de la plateforme en 5 mois. Parce qu'il y avait une date de mise en exploitation qui devait absolument intervenir avant la grosse période de Noël, qui était la période sur laquelle le site faisait l'essentiel de son chiffre. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le temps est un axe tellement important. On était prêt à laisser on voulait les fonctionnalités. On s'est dit tout ce qui touche les coûts, donc ce qui est peut-être l'axe le plus classique de gestion de projet. Et vous êtes posé la question, est-ce que c'est si important que ça de gérer, que les gens aient une feuille de temps, qu'ils puissent s'inscrire, j'ai fait telle activité dans tel poste budgétaire? En fait, le suivi de projet, c'était plutôt du suivi de développement qui s'est mis en place. Et ça n'a pas été une suivi du coût, parce que le coût, à la limite, a été décidé au départ. On était tant de personnes pendant tant de temps, point. Il fallait obtenir le résultat. Donc, c'est intéressant. Donc, quand on prend une approche agile, puisqu'on définit qui sont les ressources, on sait la durée de nos itérations. A priori, on sait déjà c'est combien d'argent qu'on va dépenser. Voilà. Donc, de garder les modèles classiques de suivi de projet, où est-ce que tu veux savoir, pas à la minute près, mais à la demi-heure ou à l'heure près, qu'est-ce que c'est quoi les activités que la personne a fait, c'est peut-être plus nécessaire. Moi, ça m'a interpellé. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis même demandé si la surcharge de travail liée à cette gestion de projet n'aurait pas fait que le délai n'aurait pas été tenu. Et d'ailleurs, il y a un moment donné où il y a eu une remise en question assez forte du projet, où il y a eu une volonté de regérer le projet d'une manière traditionnelle avec du Gantt, du suivi, etc. Et les équipes de développement se sont mis, enfin, la production de l'équipe de développement, visuellement en fait, avec les indicateurs qu'on a avec Team Foundation Server, a arrêté de produire tout simplement. La production s'en est ressentie immédiatement. Et une fois qu'on a re-switché sur une gestion du développement, la production est repartie complètement. Mais et ça m'a vraiment interpellé. Est-ce que le responsable de projet, en fait, est-ce qu'il en faut un, quoi? Je crois en fait qu'il n'en faut pas. Puis si je te suis bien, Bernard, ce que vous avez fait pendant 5 mois, ça veut surtout pas dire que ça a été le chaos et chacun fait ce qu'il veut. Justement. C'était plutôt l'inverse. Ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est vrai que ça ne pourrait potentiellement pas marcher avec toutes les équipes. Parce que le premier réflexe d'un gestionnaire de haut niveau, c'est de dire pas de gestion, les gens vont s'asseoir et rien foutre, parce que il y a beaucoup de gestionnaires qui ont l'impression que la nature humaine est de faire le minimum, de faire rien, puis d'essayer d'avoir son salaire. Ce qui pratico-pratique dans la vraie vie d'un informaticien est souvent l'inverse complètement. Oui. Les gens veulent faire de la qualité, veulent développer, veulent faire des bonnes choses. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, l'équipe de développement s'est complètement approprié le projet et s'est responsabilisé par rapport à ce qu'il fallait délivrer. Et cette responsabilisation des différentes personnes, cette recherche en permanence de trouver des solutions pour livrer dans les temps avec un produit avec une bonne qualité, a fait que le projet a avancé. Et c'est vrai que l'équipe de développement s'est réellement imprégnée de la méthodologie agile, toute la gestion par les work items, tous les bugs remontés, etc. Et c'est ce qui a fait que le moteur de projet a bien fonctionné. Parce que si je te suis bien, contrairement d'avoir eu une approche très top-down, où est-ce qu'on fait un découpage des tâches très classique, avec la MS Project par exemple, c'est plutôt l'inverse, c'est bottom-up, c'est-à-dire les gens se sont dit, moi je m'occupe de cette je prends la responsabilité de faire cette fonctionnalité-là. Ils l'ont découpé, eux autres, en disant, voici les tâches que moi j'ai à faire. Et ils ont utilisé finalement à ce moment-là des systèmes de travail dans le Team System pour faire quand même leur suivi. Le suivi très fin. Alors c'est vrai que ça marche si a priori il y a l'outillage approprié. L'outillage approprié, en l'occurrence ici, c'était Team Foundation Server, donc version 2008,
Sans outils appropriés, je crois qu'on serait pris le mur. Avec l'outillage approprié, avec la possibilité de suivre en permanence les différents travaux à réaliser au travers des work items, les différents bugs, les pipes, etc. La possibilité tout simplement qu'à chacun de lire comment va le projet, ça c'est fondamental. Et en gros, je me suis aussi demandé si on n'était pas, pour faire un parallèle, à une époque une époque charnière de la gestion des projets, c'est-à-dire que pour faire un parallèle, il y a eu dans l'aéronautique une époque où on naviguait à vue. Avec l'aéropostale. Oui. Et en fait, en gros, on décolle. Les livres de Saint-Exupéry, voilà, toute cette époque-là, où en gros, on quantifiait l'avancement du projet, on quantifiait l'avancement du vol par rapport à une vision du relief. Et dès qu'on se retrouvait dans le nuage, en fait, la vision du relief, on n'avait plus et on avait une grande chance de se prendre le mur. Même les trajets étaient un peu fixés en fonction. On suivait beaucoup l'Afrique pour aller en Amérique du Sud parce que on avait des repères. Tandis qu'en plein milieu de l'océan, on savait plus du tout si on était dans la bonne direction. Et d'ailleurs, le passage de la pointe sud de l'Afrique vers le Brésil, donc il y avait un passage qui était critique, où est-ce que les gens faisaient comme tu t'enlignes le plus droit possible, puis tu suis. Un peu comme aujourd'hui, si on envoie des gens autour de la Lune, on sait que quand les gens passent derrière la Lune, on perd le contact avec eux, mais on sait qu'ils vont revenir à un moment donné, parce qu'on présume qu'ils suivent la rotation, les ramènent de l'autre côté de la Lune. Il y avait cette problématique-là. Et c'est vrai qu'en fait, si aujourd'hui on navigue plus... on ne pourrait pas traverser l'Atlantique avec un vol à vue, on vole aux instruments. Et les pilotes ont appris à piloter aux instruments. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec une méthodologie, avec un chef de projet, on va mettre le chef de projet qui va donc définir les différentes tâches, ça correspond au plan de vol, et qui va regarder une méthode visuelle pour évaluer l'avancement du projet par rapport à des livrables qui sont cadencés dans le temps. Un petit peu comme l'avancement du vol avec un vol à vue, c'était des montagnes ou des reliefs qu'on devait absolument passer. Et vous, dans Team System, quelles ont été justement les unités de mesure, ou en tout cas les instruments de mesure que vous avez utilisés? Très peu. Alors justement, c'est un vol aux instruments. Il faut trouver dans Team System, ou Team System ou autre, mais il faut trouver dans l'outillage les indicateurs simples qui vont indiquer l'état d'avancement. Dans Team System, par exemple, il y en a un que je trouve fabuleux, c'est Remaining Work, qui est fondamental, il faut apprendre à l'utiliser. Donc le travail qui reste à faire. C'est une traduction un peu littérale. Voilà, la vélocité du projet aussi qui est important. Alors tout ça en 2010 maintenant a un petit peu évolué, mais c'était déjà présent en 2008. Il y a aussi le fait, un élément simple par rapport à un gestionnaire de projet classique, c'est que on ne parle pas de tâches. En fait, le développeur, il ne fait pas des tâches, le développeur, il résout des bugs. Et par exemple, dans une méthode... Où il programme une fonctionnalité que le client va avoir. Mais la granulité d'une tâche est trop courte, est trop longue plutôt. Lui, ce qu'il fait, ça dure une demi-heure, ça dure 1 heure, ça dure 2 heures. Et donc, par exemple, un des indicateurs importants, c'est aussi la durée que passe une personne à résoudre un work item. Ce qui n'est pas pris en compte dans la méthode de projet. Une méthode de projet qui est très globale, qui va te faire un diagramme de Gantt. Tes tâches font minimum avec Project une demi-journée, une journée, 2 journées. C'est beaucoup trop long pour pouvoir calculer des indicateurs. Et par exemple, avec Team Foundation Server, ce que l'on fait, enfin moi ce que je fais sur mes projets, c'est que j'essaye d'expliquer aux différentes personnes qui interviennent qu'un work item doit durer entre 2 heures et 4 heures, 5 heures, pas plus. Il faut que chaque développeur fasse 2 work items. Et ce qui veut dire que à partir du moment où tu vois que que la durée moyenne de résolution d'un work item commence à s'allonger, ça peut indiquer que tu es en train de rentrer dans une zone de trouble où ton équipe n'a pas les compétences, par exemple pour résoudre, donc tu passes plus de temps à résoudre les choses. Si ça prend trop de temps, c'est que c'est trop flou, ça peut être aussi parce que c'est trop flou, donc la partie fonctionnelle, exactement comme tu le dis, n'a pas exprimé correctement son besoin. Ça peut être parce qu'il y a un problème de remise en cause dans l'équipe, il y a un élément extérieur, etc. Donc tu as ton indicateur tout simplement qui est indiqué par soit la vélocité du projet, soit par d'autres indicateurs. Ce dont tu nous parles, Bernard, c'est quelque chose de fondamental et qui est souvent, beaucoup de personnes n'ont pas conscience que le produit, la puissance de Team Foundation Server, oui, c'est la gestion de ton code source, oui, c'est que tu peux créer tes systèmes de travail,
mais c'est surtout que toutes les activités que tu vas faire vont se retrouver Sont suivies. dans un data warehouse, dans un entrepôt de données, et qu'on peut générer des rapports sur ces Oui. données-là. Et c'est ces rapports-là qui sont pas importants. qui sont importants parce que c'est eux qui sont tes instruments pour le vol pour que tu n'aies plus besoin de faire du vol à vue, mais vraiment faire du vol Vol aux instruments. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans une plateforme TFS, je vois si les gens ont la compétence pour développer ou pas. Alors, c'est vrai que dans les indicateurs de Microsoft, ces indicateurs de base qui sont fournis avec la plateforme, avec ta méthodologie que tu installes, etc. Après, avec l'expérience, on va redévelopper un ou deux autres indicateurs qui parlent dans le métier que l'on fait. Et c'est vrai que, par exemple, quand on est dans le métier de la finance, on n'a peut-être pas les mêmes indicateurs de développement que lorsqu'on est dans le métier de l'agroalimentaire, par exemple. Puis ce que tu racontes, c'est que c'est quelque chose de fondamental parce que dans les 2 journées qu'on vient de passer avec l'équipe, toutes les MVP Team System, un des messages très forts qui est ressorti de tous les MVP et qu'on a redit aux gens qui gèrent le produit, si vous faites une fonctionnalité et que les données de ce produit-là ne sont pas stockées dans l'entrepôt de données, Ça sert à rien. ça sert à rien. Par exemple, on sait que dans 2010 ou même 2008, on donnait des outils pour être capable d'évaluer la couverture du code quand on fait des tests, le code coverage, ou les métriques de code, par exemple avec les produits comme FXCOP. Mais malheureusement, cette information-là n'est pas stockée dans l'entrepôt de données, donc je ne peux pas vraiment l'ajouter dans mes rapports. Et le message global qu'on disait à Microsoft, c'est oui, tu peux bien faire ça, ça peut faire des belles démos, mais c'est pas pratico-pratique pour être capable de faire du vol à l'instrument comme les équipes qui ont une certaine maturité en développement logiciel font et qui expliquent pourquoi ils sont prêts à dépenser l'argent qu'il faut pour acheter un produit comme Team System. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment ça. C'est en fait le vol aux instruments. C'est de remplacer le responsable de projet qui fait du suivi de temps, de coûts. À la limite, ça on le fixe à l'avance. Mais attends, là, par rapport à ta polémique, qui sont les personnes maintenant qui regardent ces rapports-là pour être en mesure d'évaluer et apporter les correctifs pour dire, oups, mon instrument me dit que je suis pas dans la direction, donc il faut que je change un peu, faut que je tourne mon volant pour que mon avion aille dans la bonne direction. Le fameux pilote d'avion, ça en prend quand même un encore dans ton projet. Alors, c'est pas lui maintenant le nouveau gestionnaire de projet, ce pilote-là ou cette personne-là qui analyse et comprend les fameux rapports. Alors, ça me gêne de mettre justement quelqu'un de responsable. Pour moi, c'est vraiment l'équipe qui est responsable. Donc, c'est l'équipe qui va C'est- elle-même voir par le consensus qui permet de délivrer le produit. Sachant justement l'approche n'est plus une approche par fonction à réaliser, mais beaucoup plus une approche par scénario, user stories, ou qu'est-ce que l'utilisateur va essayer de réaliser avec notre produit. Mais Et ce qu'on a ressenti d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe là, ce qu'on ressent maintenant partout dans tous les débats de Microsoft, c'est que Microsoft n'est plus à un niveau aujourd'hui où ils essayent de livrer de la technologie, pour de la technologie, ils essayent de comprendre comment l'utilisateur, c'est-à-dire un personnage, va utiliser leur technologie pour réaliser un travail quotidien ou réaliser une tâche quotidienne, quoi. Mais le fait que tu dis que l'équipe s'appropriait, est-ce que vous aviez par exemple des rencontres journalières, comme souvent quand on utilise Scrum, on va avoir la fameuse rencontre de 15 minutes debout, qui peut servir de point de jonction, ou est-ce que l'équipe ensemble peut regarder ces fameux rapports-là, ou c'est vraiment de façon autonome, chacun allait voir et chacun s'ajustait en conséquence? Alors, ce que j'ai vécu en fait sur ce projet, on était loin des méthodes, on avait une méthode agile complète. Par contre, on n'avait pas eu le temps de formaliser, c'est-à-dire que l'équipe qui venait n'était pas habituée aux méthodes agiles. Donc, c'était pas comme des gens qui étaient certifiés sur Non, Scrum, qui non. comprenaient qu'il faut que tu ailles ton daily Scrum. Puis Voilà. pour Non. eux, tout était nouveau, tout Tout était était... nouveau, la technologie était nouvelle, Mhm. faut dire. On est parti en ASP.NET 3.5, sur Windows 2008, IS7, en C# 3. C'est bien que ce ne soit pas de la technologie très nouvelle, c'était complètement nouveau qu'on a commencé. La méthodologie était nouvelle, TFS était nouveau, le travail en work item était nouveau, donc tout était nouveau. Donc je n'ai pas passé de temps à trop expliquer, on va dire, l'état de l'art de la technologie. Le principal, ça a été de leur faire comprendre ce que c'était qu'un personnage, ce que c'était qu'un user stories, et que c'était ça qu'il fallait commencer à expliciter, et que le roadmap allait être cadencé par rapport à des personnages qui allaient être capables de faire des user stories sur un site de e-commerce. On a 80 ou 100 ou 120 user stories à délivrer. Et donc le roadmap, c'était un certain nombre de dates où on devait délivrer tous ces user stories, tous ces scénarios. Et donc l'équipe s'est cadencée par rapport à ce roadmap. Globalement, on a essayé de le mettre dans le temps.
Et globalement, on a tenu ce roadmap plus ou moins bien à certaines itérations. Et l'équipe mesurait, tout le monde pouvait mesurer est-ce qu'on pouvait délivrer ce scénario ou pas. Puis, donc, sur 5 mois, à ce moment-là, est-ce que vous aviez des mises à jour et des mises en production quasiment journalières ou vous avez plutôt identifié 3 ou 4 jalons importants? Non, c'est de l'intégration continue, sachant qu'il y avait déjà un site existant. C'est-à-dire que c'était un remplacement de plateforme, on a tout remplacé, on a remplacé l'hébergement, la localisation de l'hébergement, la technologie, il y a vraiment eu beaucoup, enfin c'est une refonte complète. Et donc, il n'y a pas une livraison intermédiaire, il y a une date où on a tout switché. Donc, pendant 5 mois, vous avez développé, vous avez sur vos Intégration plateformes. continue, test en continu, validation du client en continu. Et lorsque le client a estimé que la qualité du produit permettait De basculer, vous avez passé en production avec cette application-là et vous avez complètement enlevé l'ancien. Juste pour un problème de DNS. C'est-à-dire que quand tu switches de site complètement, ton hostname, il faut bien le rerouter à 5h du matin. Voilà, jusqu'à 4h59, c'est l'ancien site. À 5h, c'est le nouveau site. Mhm. Donc, Mais puisque à ce moment-là, vous étiez comme 5 mois avant de faire une livraison, vos gestionnaires de plus haut niveau dans l'organisation, eux, là, ils devaient se dire, j'ai pas d'indicateur, là, comment avance votre projet, comment tu t'y es pris ou comment vous y êtes pris l'équipe pour rétablir le lien de confiance quand même avec les gestionnaires, que tout était, que vous avanciez et que vous faisiez les user stories. Alors, c'est effectivement, le projet a été tellement court et tellement rapide qu'en fait, il y a eu une dérive par rapport au lien de confiance avec les sponsors du projet. Il y a eu une remise en cause. Donc, il y a eu une dérive à quel moment, à peu près, après le premier mois? Non, après 3 mois. Après 3 3 mois et demi. Parce qu'en fait, alors qu'on avait expliqué les différents indicateurs, donné l'accès aux différentes plateformes, etc., c'est vrai que les différents sponsors ne se sont pas appropriés la lecture du projet. Mais globalement, je veux dire, on arrivait plutôt vers la fin du projet. Ils sont mais c'est intéressant ce que tu racontes. L'équipe, elle, donc, l'équipe, ceux qui étaient au bâton, au front, donc les joueurs, eux, se sont appropriés, ont compris les indicateurs, mais les gestionnaires qui, eux, ont plus l'habitude de fonctionner en Gantt, en temps coût, en retour sur l'investissement, donc ces types de mesures-là, eux, après quelques mois, le lien de confiance, c'était trop nouveau pour eux? Alors, oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est trop nouveau. Enfin, c'est trop nouveau. C'est pas dans la culture traditionnelle des responsables informatiques d'aujourd'hui. Bon, tu as 50 ans, je suis à peu près de ton âge aussi. On n'a pas été formé à ce genre de méthodologie. On a été formé à Meurize, pour moi en tant que Français. Chaque phase se succède et on commence une phase quand on a fini la précédente. C'est ce qu'on m'a enseigné. Ouais. Et beaucoup de décideurs informatiques sont dans cette démarche-là. En fait, ça marche pas, ça. Ça marche pas en informatique. Ça semble très beau sur papier, ça semble très rationnel. Il y a une étape d'analyse, même il y a une étape d'architecture, comme si on pouvait... en tout cas, c'est un peu comme les premiers temps que les gens se préoccupaient de la sécurité, disaient, on va mettre une phase analyse de la sécurité et ça va être fait. Comme si on pouvait identifier toutes les choses de sécurité et dire, bon, ben, c'est dans le produit. Non, c'est au fur et à mesure que tu dois t'assurer que le produit répond aux besoins de sécurité. L'architecture, elle se bâtit au fur et à mesure. Donc, mais d'un point de vue rationnel, ça semble très logique, très réconfortant pour un gestionnaire parce que c'est l'impression que tu es en contrôle. Il y a cette étape-là. Donc, les fameuses phases du waterfall. Et donc, toi, tu l'as vécu. Est-ce que ça veut dire que d'ici votre projet, au lieu d'avoir une durée de 5 mois, parce que le fait que vous étiez sur la fin, vous avez pu leur dire, ben, laissez-nous livrer, vous verrez. Voilà. Mais si ça aurait été un projet, mettons, qui aurait été sur 2 ans, alors, est-ce que vous auriez pu vous retrouver dans la situation où il aurait dit, bon, écoute, on arrête tout parce qu'on n'est pas prêt à se commettre pour payer le montant pour les prochains 18 mois? Non, ça veut dire ou aurait fallu faire des livraisons intermédiaires? Alors, bien évidemment, il aurait fallu faire des livraisons intermédiaires. C'est-à-dire, pour moi, il y a des cycles de 15 jours. Enfin, j'organise mes projets en cycle de 15 jours et chaque 15 jours, il doit y avoir une livraison. Sur une plateforme de test qui suit, etc. Donc, il aurait fallu avoir des livraisons intermédiaires. Il aurait surtout fallu... et en fait, c'est mon rôle quand je fais du coaching sur des gros projets, et prendre le temps en amont du projet d'expliquer qu'un projet de développement, on ne commence pas par le développement.
On commence par toute une phase d'architecture, d'explication, de création des équipes et puis de sensibilisation à la méthodologie en indiquant les différents indicateurs qu'on va pouvoir utiliser pour lire le projet. Et tant que la méthodologie n'est pas appropriée par les sponsors ou l'équipe de décision, il ne faut pas commencer le projet. C'est pas la peine. Enfin, faut pas commencer. Faut pas commencer à développer. Parce que On peut le faire, mais Mais il y a c'est un du temps risque. perdu. Il y a un risque. il y a un risque, c'est du temps perdu. C'est-à-dire à quoi ça sert à quoi ça sert de développer quelque chose si on n'a pas commencé par le début, c'est-à-dire commencer à exprimer par exemple les différents personnages, cerner les personnages, c'est de poser la question de dire quelle est la valeur que je vais vouloir délivrer avec mon application, ma nouvelle solution, quels sont les différents scénarios, qu'on n'a pas commencé à cadencer les différents scénarios dans le temps. Et si on retombe clairement sur des entreprises qui disent je veux un cahier des charges, un dossier d'application fonctionnelle complet avant de commencer, ça ne marchera pas. C'est pas la peine. Donc il faut prendre le temps en amont d'expliquer, peut-être avec des résultats intermédiaires. Si ça marche sur 5-6 mois, un projet de 2 ans, on fait 4 cycles de 5 mois, puis voilà, quoi, ça marche, quoi, je veux dire. Et au bout de 5 mois, on livre quelque chose. Mais globalement, alors je vais te faire un petit parallèle, Ben ouais. sans citer de pays, parce que je ne veux pas me mettre à dos différents pays, mais c'est un pays en fait du nord de l'Afrique. Je me suis retrouvé dernièrement arrivant le matin à 5 heures du matin pour prendre mon avion pour rentrer chez moi avec une valise qui pesait 22 kg au lieu de 20 kg. Et donc, au moment de l'enregistrement, la personne de l'enregistrement m'a dit « mais on ne peut pas vous enregistrer ». Et donc là, j'ai vu justement l'approche avec un chef de projet qui avait fait une sorte de graph set avec les étapes. La valise pèse plus de 20 kg, on ne peut pas enregistrer. Donc la personne m'a dit on ne peut pas vous enregistrer, votre valise fait plus de 20 kg. Je lui ai dit c'est pas grave, je vais payer la différence. Donc il m'a dit ok, on vous enregistre. Et puis j'ai demandé le prix, je voulais payer directement. Donc ma valise est partie sur le tapis roulant. Et il m'a dit mais je ne peux pas vous le faire, il faut aller au bureau de votre compagnie aérienne pour payer la différence. Voilà, vous reviendrez, je vous donnerai votre coupon d'enregistrement. Donc je suis allé au bureau de la compagnie aérienne qui était à l'autre bout de l'aéroport. Je suis arrivé, j'ai vu le bureau et j'ai vu caisse. Donc j'ai fait la queue à la caisse. Et donc il y avait 5 personnes devant moi, j'arrive devant la personne. La caissière me dit non mais il faut d'abord vous faire enregistrer votre document à côté. Donc j'ai fait la ligne à côté. Et j'ai fait toute la queue. Un gentil monsieur m'a rempli manuellement un papier. Il m'a donné mon papier. J'ai voulu payer. Il m'a dit non, il faut repasser à la caisse. Je suis repassé à la caisse. Donc j'ai refait la queue à la caisse. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, l'enregistrement commençait dans mon avion. Le monsieur de la caisse m'a tamponné mon papier et je lui ai demandé mon coupon d'embarquement. Il m'a dit non, mais il faut refaire la queue pour qu'on tamponne comme quoi vous avez bien payé. Donc j'ai refait la queue à côté. Donc là, je commence à m'énerver. Et j'ai pas encore eu mon coupon d'embarquement. J'ai dû refaire la queue à l'embarquement. Ça, c'est une approche par fonction. C'est-à-dire que la personne qui a conçu ce scénario, d'ailleurs, c'est même pas un scénario, n'a pas pensé à l'utilisateur qui allait arriver le matin à 4h30. Mais lui, sur papier, c'était magnifique. Puis c'est probablement pour lui très facile à gérer. Il dit j'ai un employé qui fait ci, un employé qui fait ça. Tac, tac, j'ai ma caisse, je n'ai pas de remise en cause des différents postes. Je n'ai pas besoin de connecter mes bureaux d'enregistrement avec les bureaux de mes différentes compagnies aériennes pour pouvoir réimprimer à distance mes coupons d'enregistrement. Et j'imagine le cas où en fait la personne pète un plomb et décide de ne pas partir. La valise est déjà dans l'avion, le coupon d'enregistrement est imprimé, donc la personne est théoriquement dans l'aéroport. Enfin, c'est l'enfer. Ça, c'est justement une approche traditionnelle avec un cahier des charges où on va réfléchir en fonction et non pas au personnage qui va dérouler un scénario. Et c'est vrai que je pense qu'il faut expliquer tout ça aux responsables de projet. Il faut expliquer dans les entreprises. Enfin, au responsable de projet, excuse-moi, au sponsor du projet, pas au responsable du projet. Au sponsor du projet, il faut expliquer tout ça. Il faut faire rentrer dans l'entreprise que le fonctionnel va être variable. Et ce qu'on va essayer de délivrer, c'est un certain nombre de scénarios avec des personnages qui vont réaliser des scénarios et que le roadmap de livraison va être cadencé par rapport à la capacité de ce qu'on va livrer à dérouler ces scénarios ou pas. Et d'ailleurs, des développeurs peuvent très bien développer pendant 3 mois sans délivrer aucun scénario, c'est-à-dire qu'on n'a rien développé. Et on a là l'indicateur. Les indicateurs, ils sont là. C'est que ces scénarios deviennent des work items. Ces work items peuvent être complets ou pas complets. On les évalue en permanence. On peut même regarder maintenant avec TFS 2010 le nombre de bugs, le nombre de tâches qui sont associées à ces différents user stories. Et il est là l'indicateur principal de l'avancement du projet. Donc ça prend du temps. Il faut expliquer tout ça. Si on a 4-5 mois, on n'a pas nécessairement besoin de temps de l'expliquer au sponsor du projet, parce que 4-5 mois, le temps de commencer, c'est fini. Sur un projet de 2 ans, plus long, c'est vrai qu'effectivement, il faut qu'il y ait cette phase d'appropriation.
Mais maintenant que tu as vécu ce projet-là, est-ce que tu crois que crois que tu vas être capable de toujours faire des projets dans cette approche-là? Ça va toujours dépendre un peu de tes clients, de tes sponsors. Alors moi personnellement, je suis persuadé qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire un projet informatique si on n'a pas cette approche. J'ai eu l'impression de comprendre pourquoi les projets se plantaient. Et les responsables informatiques, à mon avis, enfin les responsables de projet plutôt, excuse-moi, à mon avis, ont coûté quelques milliards d'euros sur ces dernières années aux entreprises en voulant gérer les projets, suivre les coûts, etc. C'est pour ça qu'il n'y a que 30% de projets qui sont réussis. Les 70% restants représentent des milliards d'euros qu'on aurait peut-être pu économiser. D'ailleurs, ce n'est pas mis de responsable de projet. Parce que s'il y a peut-être responsable de projet, peut-être que les projets ne seraient pas partis, mais ils ne seraient pas plantés, ça c'est sûr. Et moi je suis persuadé, oui, qu'effectivement, sans approche agile, sans cette approche par scénario, se poser tout simplement la question de quel est l'utilisateur. Le personnage représente un utilisateur de l'application. Quel est l'utilisateur de l'application? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va essayer d'utiliser l'application? Si on ne se pose pas ces questions, on ne peut pas réussir. Je prends juste un exemple que tout le monde connaît. Dans Windows, il y a une fonctionnalité de redimensionnement de la taille de l'écran. Ça, c'est la fonctionnalité. Maintenant, pour tous les auditeurs qui se mettent derrière leur PC et qui regardent le nombre de scénarios pour faire cette fonctionnalité. Le nombre de façons. Microsoft, par exemple, a pensé au commercial qui fait beaucoup de ses présentations. Pouf, pouf, bouton droit sur le centre de mobilité qui est accessible avec le courant, avec la prise, quoi. Quelle est la relation entre l'écran et la prise? Juste que la prise, le fait qu'on soit connecté à l'électricité, c'est ce qui représente la mobilité. Bouton droit là-dessus, mobilité, clac, écran, ça c'est une façon. J'ai toujours sur mon écran, bouton droit, property ou changement de fond, voilà. Je peux y aller par le panneau de configuration. Enfin, j'ai plein de possibilités, j'ai plein de scénarios qui correspondent à des personnages différents. Celui qui connaît le panneau de configuration est plutôt l'administrateur. Celui qui va connaître la prise, c'est plutôt le commercial qui va être mobile. Celui qui connaît le fond de l'écran, c'est plutôt le développeur parce qu'il est habitué à mettre sur son bureau plein de choses. Donc ça, ce sont des scénarios qui concernent des personnages différents. Si l'approche par fonctionnalité était implémentée, il n'y aurait qu'une seule façon de faire la chose. Et je crois qu'on apprécie Windows aujourd'hui, ou la grosse forme de Windows, c'est qu'on s'aperçoit tous les jours qu'il y a plein de chemins pour obtenir la même fonction dans le logiciel. Et quelque part, derrière, il y a des gens qui ont pensé à la façon dont on a utilisé l'application. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule façon de réussir un projet informatique, c'est de se poser quels sont mes utilisateurs, quelle est la caractéristique. Ces utilisateurs, je vais les cartographier par rapport à des personnages qui ont un âge, qui ont un profil, qui ont ce genre de choses. Et ce qui permet d'ailleurs même au niveau marketing après de cibler ces cibles de clients potentiels. Parce que si on définit que l'utilisateur potentiel est quelqu'un qui a un bac plus 17, qui est expert, clairement, il faut trouver des entreprises qui peuvent recruter un bac plus 17. Si on définit que l'utilisateur potentiel est une personne qui a plutôt le bac, 45 ans, 50 ans, alors là, on cible les entreprises avec des gens qui ont plutôt le bac 45, 50 ans. Je veux dire, d'un point de vue marketing aussi, c'est assez riche. Et puis, je vais donc quantifier les différents personnages, je vais quantifier les différents scénarios, et je cadence mon roadmap par rapport au scénario. Alors, il y a ce cadencement qui est important, qui est décidé d'une manière par consensus par les deux personnes qui représentent la fonction produit, la fonction programme qu'on trouve en fait dans toutes les. Puis à ce moment-là, vu que tu as une façon de calculer, en tout cas de donner soit des points ou un poids à chacun de ces scénarios-là, puis tu sais dans le temps comment l'équipe est capable de réaliser. Donc tu es capable de mesurer la vélocité de ton équipe. Exactement. Et probablement de pouvoir, de projet en projet, t'améliorer dans le sens où est-ce que tu es beaucoup plus capable de prévoir. En tout cas, quand tu projettes une date, dire on devrait avoir fini ce scénario-là pour dans 2 mois, 3 mois, les risques de se tromper quand tu connais bien les vélocités de ton équipe sont moindres que juste comme aujourd'hui, souvent, où est-ce qu'on met le pouce en l'air, on dit, ok, dans 3 mois, on vous livre ces fonctionnalités-là sans vraiment savoir si on est même capable de les produire parce qu'on ne connaît rien sur la vélocité de notre équipe. Exactement. Donc là, on peut mesurer, on peut très tôt réagir, on peut voir les problématiques. Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que c'est un problème d'architecture? Est-ce que c'est un problème de lisibilité du fonctionnel? Il y a plein de... On peut vraiment lire. Alors c'est vrai qu'on rencontre aussi, pour revenir aussi à ta question, est-ce que les entreprises sont prêtes? Par exemple, moi, dans mes démarches, je prends le délai comme une contrainte.
Donc je remets pas en cause un délai. Bon, je sens si c'est faisable, pas faisable. Hein. Quelqu'un qui va me dire, voilà le produit, il faut le livrer pendant 15 jours et il y a 10 000 jours hommes à faire, enfin j'estime. Ouais. Bon, c'est pas possible quoi. Comme on dit traditionnellement sur le marché de l'Afrique, t'as beau prendre 9 femmes enceintes, t'auras pas un bébé au bout d'un mois. T'auras 9 bébés au bout de 9 mois quoi. Donc je trouve c'est assez juste quoi. Je veux dire, on peut pas. Ça veut dire qu'on peut pas aller plus vite non plus que la musique. Et que la vélocité du projet est quelque part, c'est assez intéressant, indépendante de la vélocité des différentes personnes qui travaillent sur le projet. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est s'apercevoir que un projet impose son rythme. C'est un petit peu, je vais faire un parallèle, on a tous connu des embouteillages, on a tous traversé des embouteillages. Et ce qui est très étonnant, ce qui est très interpellant, c'est que l'embouteillage avance toujours moins vite que la moins vite des voitures qui traversent l'embouteillage. Et donc, quelle que soit la rapidité qu'on essaye de mettre dans les voitures qui traversent l'embouteillage sera toujours là. Sauf si on arrive à fluidifier les choses et qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde avance en même temps. Et je crois que c'est vraiment l'objectif des méthodes agiles et de ce genre de méthodologie, c'est d'essayer de fluidifier les opérations de développement par rapport à un certain nombre de livrables qui correspondent à ces scénarios. Et c'est vrai que ce cadencement est important. On arrive vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter sur ton expérience que tu as vécue là? Oui, alors, je voudrais revenir aussi sur ce que je disais juste avant. C'est en fait ce qui est sur l'évaluation du délai, où moi je le fixe arbitrairement. Une façon de mesurer si l'entreprise est perméable à la méthode agile, c'est de regarder, par exemple, le client me dit, voilà, c'est à faire pour dans 6 mois. Et après, il va dire, est-ce que vous pouvez évaluer à la louche? Évaluer à la louche, ça veut dire en fait retomber sur une méthodologie qui n'est plus agile, qui est de dire je vais cumuler mes différentes phases et je vais obtenir mon délai. Et donc d'évaluer est-ce que c'est réellement faisable. L'objectif de la méthode agile, c'est pas ça. L'objectif de la méthode agile, c'est de dire il faut que dans 6 mois on ait un résultat. Si la fonction produit, si l'entreprise dit que il faut qu'elle ait un résultat vendable pour dans 6 mois parce que c'est son chiffre d'affaires, je reprends par exemple là, la grosse migration, ça fallait que ça arrive avant Noël parce que sinon il ratait la saison de Noël. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas dire non. C'est comme ça. Quoi. Noël est le 25 décembre. Avec 5 jours de livraison, la dernière commande est passée le 20 décembre. Donc, ce qui veut dire que le site doit être disponible à partir de fin octobre, début novembre ou plus tard. On ne peut pas le livrer le début janvier, parce que si on livre le début janvier, on a raté Noël. Donc on ne peut pas remettre en cause ce genre de contrainte. C'est une contrainte de temps. Et donc, on n'évalue pas les tâches à faire pour savoir si c'est faisable. On dit, la contrainte, c'est qu'il faut livrer tant. On est 3, 4, 5. Comment faire pour livrer le produit à temps et comment mesurer très tôt si le produit va être livré sans attendre, par exemple, fin octobre. Et c'est ça qui est important. C'est que quand on commence le projet, si par exemple on s'aperçoit que la vélocité du projet ne permet pas de résoudre le scénario à fin juillet ou fin août, c'est pas la peine de continuer. Quand on sait qu'on ne tiendra pas le délai. Donc cette évaluation qui consiste à dire on va l'évaluer à la louche, non, il n'y a pas de louche. Le délai est une contrainte, comme les week-ends, comme les vacances, comme le soir on s'arrête de bosser à 23h si on a un geek et 19h si on a un développeur normal. Donc voilà quoi, c'est des contraintes comme toutes les autres. Ben écoute, je te remercie. En tout cas, c'est fort intéressant comme perspective sur... en tout cas, les analogies que tu apportes sont fort intéressantes parce qu'ils rendent visuel, même si c'est une émission, un podcast, mais ils permettent de rendre visuel avec des cas concrets la réalité de ce que c'est faire du développement logiciel. Moi, je reste toujours convaincu que tous les fameux 30% de projets qui marchent, à quelque part, même s'ils n'ont pas l'étiquette, on utilise une technique agile, ça reste toujours qu'on utilise une approche probablement très itérative, très boule de neige, parce que c'est probablement, à mon avis, la seule façon d'arriver à avoir un succès quelconque. Tout qu'on est dans des métiers où en fait le nombre de personnes n'est pas proportionnel aux livrables qui vont être produits. On sait tous dans le métier informatique qu'on est 3-4 personnes ou 5 personnes extrêmement motivées, extrêmement qualifiées, ou 20 personnes moyennement qualifiées, on fait à peu près le même livrable. Ah ouais, parce que même les études semblent démontrer que entre les développeurs, tu as des ratios souvent de 1 à 30 exactement. Sur je ne sais pas si on peut appeler ça productivité, mais en tout cas sur la capacité de livrer des livrables. C'est-à-dire que vu plus qu'on utilise le cerveau humain,
Si je ferais l'analogie, on ne rencontrera jamais quelqu'un qui est 30 fois plus fort et qui peut soulever 30 fois le poids de son voisin. Mais avec le cerveau humain, tu peux avoir facilement quelqu'un qui est capable de résoudre un problème 30 fois mieux ou 30 fois plus de façon plus efficace que son voisin. Ouais, on va dire 30 fois plus efficace. Et notamment, par exemple, ce que je constate parmi les gens qui sont permis à la méthode agile, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être convaincus avant d'agir. C'est des gens qui sont capables d'évoluer dans un monde relativement flou. Parce qu'avec la méthode agile, la règle d'aujourd'hui peut devenir l'hérésie de demain, et l'hérésie d'aujourd'hui peut devenir la règle de demain. Parce que c'est la base de la méthode agile. On remet en cause, on évalue par rapport aux différents cycles, etc. Je reviens quand même sur la fonction produit qui est fondamentale et la fonction programme qui est fondamentale, qui drive en fait l'ensemble de ce qu'il va falloir réaliser et la façon dont l'ensemble va être réalisé. Donc c'est un rôle fondamental. Mais il faut quand même des gens qui soient bien dans leur tête et qui soient capables d'agir facilement dans des zones qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et notamment, par exemple, on ne sait pas nécessairement à la fin à quoi va ressembler le produit. Un peu comme quand tu pars en vacances, tu espères que tes vacances soient bien. Mais c'est qu'à la fin des vacances qu'on sait effectivement que les vacances vont être bien, ou qu'elles ont été bien. Souvent, c'est à la fin des vacances qu'on sait le réel montant qu'on a dépensé pendant nos vacances, quoi qu'on ait planifié. Ben, moi, je te remercie encore une fois. Ben, moi, je te remercie aussi. On va sûrement avoir la chance de se re-rencontrer, que ce soit ici à Seattle ou dans les activités de Microsoft, parce que je sais que tu viens souvent à des activités en Amérique du Nord, le PDC pour ne pas le nommer. Donc, on se recédurera une autre émission encore parce que c'est toujours fort intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis bonjour à tous. Visual Studio Talk Show.